Fidèles de Congo Vision, bonjour. Merci de suivre cette édition de la radio Congo Vision. Comme vous le savez, la radio Congo Vision vous propose une plateforme de dialogue et d'échange d'idées. Car nous croyons que du choc des idées jaillit la lumière dont la République démocratique du Congo a grandement besoin. L'édition de ce dimanche 2 janvier 2011 est une réalisation et une production de Sylvestre Ngoma. La RDC, comme vous le savez, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Cette année, elle doit en principe organiser des élections à tous les niveaux. Ces élections auront-elles lieu, auront-elles un impact direct sur la direction du pays? Mettront-elles finalement fin à la crise à l'est du pays? Pour en parler, nous recevons pour vous 4 personnalités congolaises de la diaspora. Il s'agit du professeur Joseph Mwatwali de Hamilton College, du docteur Claver Pachi, que nous avons reçu hier, du docteur Jean-Baptiste Moubalouti Lambizi, qui nous rejoint du Canada, et du docteur Alafuele Kalala, qui était candidat à la présidence en 2006. Je vais tout de suite demander à mes invités de se présenter. Je commence par docteur Mwatwali. Oui, je suis ici à Upstate New York, au nord de New York. J'enseigne le français et la francophonie à Hamilton College. Alors, docteur Pachi, si vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup, c'est docteur Claver Pachi. Je suis vice-président de développement dans une entreprise de Cincinnati, entreprise qui est rattachée au département de psychiatrie à l'université de Cincinnati. Je suis également président national de l'Alliance chrétienne pour le progrès, qui est un nouveau parti politique agréé au Congo. Alors, docteur Alafuele Kalala, qui était candidat à la présidence en 2006, il nous rejoint de Washington, ici aux États-Unis. Docteur Alafuele? Oui, non, très brièvement, je suis scientifique de formation. Je m'occupe de la vie politique du Congo depuis plus de 40 ans. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale, j'étais aux négociations politiques intercongolaises. Bref, j'étais candidat à l'élection présidentielle de 2006. Je suis président du parti politique Le Rassemblement pour une nouvelle société. Je crois que je peux m'arrêter là pour l'instant. Oui, merci beaucoup, docteur Alafuele Kalala. Docteur Jean-Baptiste Moubalouti Lambizi, si vous pouvez vous présenter. Je suis Jean-Baptiste Moubalouti Lambizi, docteur de 3e cycle en géographie et écologie tropicale de l'université de Bordeaux 3 en France, la promotion 1980. Je suis maître assistant du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. À l'heure actuelle, je suis résident au Canada, plus particulièrement à Toronto, où je m'occupe de l'écriture. J'ai publié il y a 2 ans de cela, en 2008, le livre intitulé « La violence en République démocratique du Congo d'hier à aujourd'hui ». Crime organisé, crime oublié aux éditions Muoka, et je viens de publier il y a quelque temps un roman dont le titre est Tila ou la persévérance d'un intellectuel africain. Je suis à l'heure actuelle ici à Toronto, je m'occupe de tout ce qui concerne un peu l'Afrique. Je suis le secrétaire général du laboratoire dynamique pour une pensée afro-canadienne, en sigle LADIPAC. Je pense que merci donc. Donc nous l'avons dit à notre introduction, la RDC doit organiser les élections cette année. Quels sont les préalables pour l'organisation de ces élections ou des élections libres, transparentes et démocratiques en RDC? Et également, quels enseignements devons-nous tirer des élections qui ont été organisées en 2006? J'espère que là, on peut commencer avec Dr Alafuele Kalala. Ok, vous parlez de préalable à l'organisation des élections libres et transparentes. Oui, et si vous pouvez parler un peu plus fort.
Oui, non, je dis, si vous voulez qu'on parle de préalable à l'organisation des élections. Élections libres et transparentes en 2011 ou quand elles vont avoir lieu. Oui. Le premier préalable, c'est la même chose partout, c'est d'abord la volonté politique des gouvernants. Et je crois malheureusement que cette volonté n'est pas au Congo, elle n'était pas là en 2006, elle n'y sera pas en 2011 ou quelle que soit l'année on va organiser ces élections. Le deuxième préalable, c'est la volonté de la communauté internationale de laisser les Congolais résoudre les problèmes politiques de leur pays sans interférence. Je ne crois pas, étant donné les intérêts en jeu au Congo, que cette volonté-là va être là pour les prochaines élections. Elle n'y était pas en 2006, alors que toutes les autres conditions étaient réunies pour permettre aux Congolais d'avoir une élection libre et transparente. La raison pour laquelle d'ailleurs je m'étais présenté candidat. Le troisième préalable, c'est la mobilisation des Congolais eux-mêmes. Parce quelle que soit la volonté des gouvernements et la volonté de la communauté internationale, le peuple se donne pour les élections qu'il est en mesure d'organiser. Malheureusement aussi, le Congo n'a pas de ressources, ou le gouvernement congolais n'a pas de ressources pour organiser des élections. Les Congolais ne sont pas prêts à financer ces élections. La communauté internationale va financer en général, elle finance les élections qui évoluent dans le sens de ses intérêts. Et je crois que c'est là les trois préalables, à mon avis, si je devais en définir quelques-uns, du moins les plus importants, pour avoir une élection libre et transparente au Congo en 2011. Le docteur Moitouali voit une autre dimension, peut-être sécuritaire aussi. J'ai suivi les débats, le colloque, à Tchébé, colloquium sur la crise au Congo. Vous avez abordé cet aspect. Pour vous, quels sont les préalables pour l'organisation des élections au Congo? Tout à fait. Si l'ONU, avec la MONUSCO, veut réellement aider le Congo, on doit assurer que la sécurité est là et que l'interférence extérieure est limitée ou est simplement supprimée de manière à ce que les Congolais aillent de l'avant avec cette élection, mais plus spécialement encore pour abonder dans le sens du docteur Kalala, la volonté des Congolais, moyens ou pas moyens, les Congolais doivent deux choses. La première, faire un bilan d'un gouvernement incompétent qu'il a prouvé pendant 10 ans. Ensuite, réellement imposer de tout notre poids en tant qu'une nation pour que ces élections aient lieu. Alors, docteur Pachi, avez-vous le même point de vue? Avez-vous quelque chose à ajouter? Je concours avec ce que les deux collègues ont dit avant, mais il y a certainement des préalables endogènes qu'il faudra tenir compte. On ne sait pas exactement combien de Congolais il y a à l'intérieur du Congo. Il n'y a jamais eu un recensement qui soit fiable. Parce que, on a des institutions qui sont mises en place pour gérer des élections qui sont politisées. Donc ça ne augure pas justement des élections qui soient libres et transparentes quand les institutions sont politisées. La CENI devait être une commission indépendante, mais elle est politisée pour le moment. Donc c'est un préalable qui n'est pas réuni. Mais je concours avec les restes, la volonté politique, mais aussi la volonté du peuple lui-même de s'engager résolument, même dans un système qui est plus ou moins politisé. Et si la conscience patriotique est là, il y a lieu de bouter dehors des gens qui sont incompétents, comme vient de le dire mon collègue tout à l'heure. Donc il y a là des éléments endogènes qu'il faut tenir compte, des préalables endogènes qu'il faut tenir compte pour l'organisation des élections qui soient transparentes. Docteur Moubalutila, vos compatriotes viennent de mentionner quelques éléments très importants là, la volonté du peuple, l'identification des Congolais, la volonté politique des acteurs politiques congolais, la mobilisation de fonds. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette liste?
Bien sûr, j'ai plein de choses à dire, mais je ne pense pas que cette émission pourra nous aider à sortir tout ce que nous avons dans notre cœur. Mais je pense que lorsqu'on parle des préalables, il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise des vérités, c'est-à-dire, il faut d'abord commencer par expliquer aux populations congolaises, comme d'ailleurs on voit partout, à quoi servent les élections. Si les élections servent juste pour placer des députés, je ne sais pas, au Parlement, ou bien élire un président qui va faire la bamboula avec sa famille, mais qu'est-ce que les élections... En fait, la réalité, c'est qu'il faut que les élections puissent avoir un impact sur la population dans le fin fond de Bandundu, dans le fin fond du Bas-Congo. Il faut que les gens sachent que cela fait 50 ans que nous sommes indépendants. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? C'est pas très compliqué. Il suffit seulement de mobiliser notamment toutes les formes de médias. Je pense par exemple à la radio, je pense par exemple à la télévision. Il faut des émissions claires pour expliquer aux gens que si vous votez par exemple pour telle personne, eh bien votre situation va changer. Or, malheureusement, cela fait 50 ans que nous sommes toujours en train de tourner en rond. C'est même la raison pour laquelle nous qui sommes des grands universitaires, il faut bien le dire, moi, cela fait 30 ans aujourd'hui que je suis docteur, mais j'ai pu fuir mon pays pour aller travailler au Gabon, notamment à l'université, parce que je me suis rendu compte qu'on se moquait de moi, tout simplement parce que je n'étais pas Ngwandi, je n'étais pas tout simplement originaire de la région de Mobutu, j'étais obligé pas de partir, et aujourd'hui je me retrouve ici au Canada, au Canada avec mes enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne marche pas chez nous. Voilà la réalité. C'est très bien. Là, vous venez de parler du bilan. Et le président Kabila a fait un bilan de nos 50 années d'indépendance hier, le 31 décembre 2010. Il a dit notamment que le bilan est en général est pour le moins mitigé. Alors, la tenue de bonnes élections chez nous dépend surtout de la paix au pays. Donc, lors de cette adresse-là du chef de l'État, il a également aussi déclaré que la paix est consolidée sur l'ensemble du territoire national. Il s'est félicité du fait qu'il n'y ait pas eu de coups de feu au pays. Donc, comment vous évaluez la situation, comment vous évaluez la paix et la situation sécuritaire en RDC, Dr Montoli? Alors, ce n'est pas étonnant comme tout bilan qu'il fait, ils disent mitigé, sans prendre en détail son propre bilan, qui, nous le savons, est complètement un échec, presque une insulte aux Congolais, l'incompétence qu'on sait, incapable d'arrêter les massacres au Kivu, incapable d'arrêter ceux qui commettent ces massacres, incapable de se décharger de l'influence rwandaise, incapable de demander à Kagame de lui rendre un coup d'abattoir, lui-même, ses militaires, l'armée n'existe pas, incapable d'organiser l'armée, incapable d'arrêter la fuite des ressources naturelles, incapable, je peux continuer comme ça, donc c'est un bilan absolument ridicule, on ne peut même pas parler de bilan, on n'a pas d'État, on n'a pas d'armée, on n'a pas de président. Et donc la situation sécuritaire à l'est du Congo est désastreuse à votre avis? Absolument, c'est plus que désastreuse, c'est de l'irresponsabilité. Docteur Pachi, voyez-vous les choses de la même façon? Mais écoutez, quand on parle de la paix, il faudra s'assurer que les citoyens peuvent se promener paisiblement à travers toute l'étendue du territoire. Si tu vas à l'est du pays, le président lui-même était à Beni Boutembo, les gens de Beni Boutembo, et ça c'est les gens de Beni Boutembo qui le disent, c'est pas Dr Pachi, lui ont demandé de reprendre ces 5 chantiers et de leur donner la sécurité. Ça signifiait, pour moi, qu'en fait il n'y avait pas de sécurité de ces côtés-là. Il n'y a pas de sécurité parce que, les habitants, les Congolais de cette partie de notre pays sont devenus des déplacés internes, c'est-à-dire des réfugiés dans leur propre pays. Avec des réfugiés, des déplacés internes, c'est qu'il n'y a pas de paix.
il n'y a pas que paix dans le sens de la sécurité, mais aussi il n'y a pas ce sens d'État où on organise effectivement l'armée pour faire en sorte que la paix revienne. De ce côté-là, il y a même la milice d'Nkunda Batouare qui continue à gérer les territoires de Massissi. Donc il y a lieu de dire que la paix n'est pas encore là. Je pense que son bilan, ça dépend avec qui il parle. Le fait qu'on n'a pas tiré un coup de feu un jour ne signifie pas qu'il y a paix sur l'étendue du territoire. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays, dans le cadre d'amener la sécurité dans notre pays, et avec des déplacés tels qu'on en a à l'Est, il est difficile certainement aussi d'organiser les élections parce que la paix n'est pas là, la sécurité n'est pas là, et les gens ont peur justement de se déplacer et d'être en mesure de voter comme il se doit. Donc il y a beaucoup de choses à faire, même pour organiser des élections qui soient vraiment transparentes dans notre pays, mais sur cette question de sécurité, il y a beaucoup de travail à faire. La sécurité n'est pas encore revenue sur toute l'étendue du territoire et surtout dans la partie Est où nous avons encore beaucoup de réfugiés en Ouganda, au Rwanda et dans le Burundi, et y compris la Tanzanie et le Kenya. Je pense que je peux me référer à mon collègue Dr Kalala, il peut ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que nous avons encore beaucoup de réfugiés congolais qui traînaillent encore dans ces pays-là. C'est pour dire qu'il n'y a vraiment pas encore une sécurité sûre sur l'étendue du territoire. Dr Kalala? Oui, non, je crois absolument. Vous me posez la question sur la sécurité ou sur le bilan de Joseph Kabila? Prenez les deux comme vous voulez. D'abord, pour parler du bilan de Joseph Kabila, je crois qu'il est totalement négatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut pouvoir comparer. La situation au Congo n'a fait que se détériorer depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et je crois qu'il n'y a pas un seul indicateur qui puisse démentir cela. Donc, je ne sais pas en quoi il dit que le bilan est mitigé. La misère des Congolais continue. Je parlais d'ailleurs avec des gens à Kinshasa hier qui me disent encore qu'au cours des 2 derniers mois, le niveau de vie devient encore davantage excessivement bas. La vie continue à devenir de plus en plus chère. Ils disent qu'elle devient davantage chère, mais comparativement à la situation antérieure, je crois qu'il n'y a même pas de mots pour qualifier la situation de misère dans laquelle les Congolais continuent à croupir. Sur le plan de l'État, il n'y a pas d'État au Congo. Je crois que je ne suis pas le premier à le dire. La corruption est rampante. Ça dépend. Je crois que même le gouvernement américain a fait un rapport l'année dernière dans lequel il disait que le niveau de corruption est tel que les Américains ne peuvent pas réaliser les objectifs qu'ils aimeraient pouvoir réaliser au Congo avec l'aide qu'ils peuvent donner. Ils disent qu'il n'y a même pas de capacité institutionnelle pour absorber l'aide qu'ils peuvent mettre à la disposition du Congo. Sur le plan de la sécurité ou de la paix, je dirais d'abord, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, la paix n'est pas l'absence de la guerre. Ce n'est pas parce que on n'a pas tiré, comme Dr Pachi l'a dit, on n'a pas tiré des balles pendant quelques jours. Il y a des gens qui continuent à être violentés à l'est du Congo. Il y a des viols qui continuent à l'est du Congo. Je crois pas. Et puis l'État congolais ne contrôle pas l'ensemble du territoire congolais. C'est un mythe s'ils veulent le faire croire aux gens. Et puis finalement, je dirais, la paix, pour être durable, une paix doit être juste et équitable. Les Congolais ne se sentent pas à l'aise dans leur pays, de manière générale. Nous ne parlons même pas seulement de l'Est du pays parce qu'on se concentre seulement sur la violence, mais il y a des abus énormes des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire congolais, même à Kinshasa. Et ça ne crée pas une situation qui peut amener à une paix durable. Docteur, allez-y. Non, je dis en bref, c'est ça que je peux dire sur le bilan de Joseph Kabila totalement négatif et une paix qui n'est pas réelle. Mais docteur Moubalutila, hier nous recevions dans cette émission un représentant du PPRD au Canada. Il s'agit de M. Roland Kiloka. Il a vanté les exploits du président Kabila. Il a parlé de l'annulation de la dette extérieure de la RDC. Il a parlé notamment de la réhabilitation des infrastructures routières.
et la révisitation des contrats miniers il a cité plusieurs éléments. Mais en ce qui vous concerne, croyez-vous que le bilan du président Kabila est globalement négatif, et aussi comment vous évaluez la situation sécuritaire à l'est du Congo? Oui, moi je pense qu'il faut se dire parfois des vérités. Je crois que ce n'est pas vraiment bon de se moquer de la population. Lorsqu'on parle du bilan et qui est mitigé, mais ça me fait rire parce que la réalité c'est quoi d'abord? C'est que même à l'époque de la traite négrière, les esclaves étaient nourris. Parce que les esclaves devaient travailler, devaient labourer la terre, ils étaient nourris, parce que sans nourriture, ils ne peuvent pas. Or, qu'est-ce qu'on voit à Kinshasa lorsqu'on parle de la paix? Mais vous savez que dans mon livre sur la violence, le livre qui a été publié il y a 2 ans de cela, je parle justement de la violence en disant que la violence a plusieurs formes. Il ne s'agit pas seulement de la brutalité, par exemple, par les armes, mais lorsque les gens ne sont pas nourris, lorsque les gens n'ont pas leur salaire, lorsque les parents ne peuvent pas élever leurs enfants dans la dignité parce que, tout simplement, dans leur société, eh bien, les gens sont payés peut-être 1 fois par an, c'est-à-dire ils font parfois 5-6 mois sans salaire. Lorsque, par exemple, on essaie d'occulter tout ça, on parle de la paix, on parle du bilan, j'ai dit, mais vraiment, c'est dommage, quand même, quelque part. Quelque part, ça va même jusqu'à la moquerie, parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas gérer un pays si on ne met pas l'homme, si on ne met pas la population au centre même de préoccupation. On ne peut pas, par exemple, continuer à vivre, à assister à des situations au lieu de participer à des situations. Comment voulez-vous, par exemple, que dans notre pays, des députés, dont certains étaient même des infirmiers ou même des jardiniers, aujourd'hui ils se retrouvent avec des salaires incommensurables par rapport à la population qui, parfois, j'ai lu il y a quelque temps avec mon fils ici, il semblerait qu'il y a même des gens qui sont payés à $5 par mois. J'ai dit, mais vraiment, c'est regrettable. Donc, autrement dit, si on veut vraiment arriver aux élections, si on veut vraiment parler de la paix, il ne faut pas qu'on voit seulement le côté militaire, il faut qu'on se dise quelque part que si on veut que les choses marchent dans notre pays, il faut que tout le monde puisse se retrouver en tant que citoyen. C'est ça la réalité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comment voulez-vous, par exemple, vous avez des gens qui sont armés, vous avez des militaires, qui ne sont pas payés, mais à qui on donne des fusils. Mais vous comprenez que derrière tout cela, il y a quelque chose. Vous comprenez? Donc moi, je pense que si vraiment on veut, eh bien on peut, comme on dit, vouloir ce pouvoir. Mais malheureusement, en ce qui me concerne, parce que nous on sait ce qui se passe ici, on est tout le temps sollicité. Lorsqu'il y a un cas de décès, lorsqu'il y a un cas de mariage, lorsqu'il y a parfois... Alors là, docteur Mubalotila, j'aimerais quand même vous interrompre là pour que nous puissions donner la chance à tout le monde de contribuer. Ok, d'accord. Je voulais dire, donc je résume. Oui, je voulais dire, n'est-ce pas, je résume en disant que parler de la paix signifie penser à la population, leur donner les moyens pour mener une existence convenable. Merci. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses ne marchent pas au pays, mais que faut-il pour sortir la RDC de ces marasmes socio-économiques? Parce qu'il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer le moyen de sortir. Puis quelles stratégies sont mises en place pour que le changement de leadership en RDC se fasse de manière apaisée? Docteur Pachi. Merci pour la question. Je vais devoir répondre dans le cadre de notre parti politique, l'Alliance chrétienne pour le progrès, l'ALCP, et comme président de ce parti, moi je pense que le Congo doit commencer par la réconciliation avec vérité et justice. Nous ne sommes pas réconciliés entre nous-mêmes Congolais. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays depuis les années 60 jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore réconciliés. Je pense qu'il y a lieu, s'il y a un leadership responsable et transformationnel au Congo, que ces processus-là puissent commencer. Que des gens qui ont commis des crimes, que la justice puisse s'occuper de ces gens-là aussi. Ça serait une bonne chose pour nous, de nous réconcilier, de dire
pardon, ou de demander pardon, ou de pardonner ceux qui ont commis des crimes, ou ceux qui ont commis des bévues, mais des crimes commis par des criminels, ça, évidemment, ça doit être puni par la loi. Et si on n'arrive pas à se réconcilier avec vérité et dans la justice, il sera très difficile. Ça, c'est un préalable important aussi, on n'a pas mentionné ça avant, mais il faudra l'ajouter dans le cas des préalables. C'est important quand même pour amorcer ces processus de changement des mentalités dans notre pays. Parce que ça, c'est depuis les années 60. Je pense qu'il y a un collègue qui a dit, nous sommes là, pendant 50 ans, nous sommes en train de tournoyer en rond. C'est justement à cause de manque de réconciliation qu'on est en train de tournoyer en rond. Ça, c'est un. De deux, évidemment, il faudra nécessairement une sécurité, une armée qui protège les territoires, l'intégrité du territoire, et qui protège, n'est-ce pas, le peuple, et qui protège, n'est-ce pas, les propriétés de ce peuple. C'est important quand même pour qu'il y ait cette armée-là qui soit dissuasive, pour que ceux qui veulent bien embêter le Congo ou exploiter le Congo d'une façon illégale se disent encore, non, écoutez, il ne faut pas oser avec les Congos parce qu'il y a une armée qui peut nous protéger. Mais au moins, avec un changement de leadership à travers les élections, la démocratie, c'est aussi un processus d'alternance. Donc on ne peut pas juste dire, écoutez, ces gens-là, ils sont déjà là, malgré qu'ils utilisent le bien public pour faire leur campagne, on doit continuer à les supporter. Autrement, nous allons continuer à tournoyer en rond pendant tout ce temps. Ce début de ce deuxième cinquantenaire, nous devons nous dire, nous, Congolais, c'était même un préalable que Dr Kalala a fait mention, que le Congolais doit s'engager, se mobiliser pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes mis depuis 50 ans. Nous ne devons plus commencer la deuxième partie du cinquantenaire dans la même situation que nous étions en 1960. Donc il faudra nécessairement mobiliser les Congolais partout où ils sont, sortir en masse, ils doivent s'enregistrer même s'il n'y a pas eu de recensement, ils doivent s'enregistrer, sortir en masse, supporter les changements et supporter l'abtenance. C'est à base de cette abtenance-là qu'un groupe de Congolais, des femmes et des hommes, qui ont une mentalité nouvelle, d'un changement ou d'un développement pour refonder la nation, peuvent se mettre ensemble, amener un projet de société. Et l'ALCP a un projet de société, notre parti là. Mais évidemment, nous avons d'autres collègues qui ont le même parti, qui sont progressistes, qui veulent voir les changements dans notre pays pour que nous puissions changer ce pays-là. Mettre le Congolais au centre de notre action. Pour le moment, en fait, on voit la politique qui se passe aujourd'hui. Les Congolais n'est même pas dans la formule de leur action. Quand les députés se payent $6 000 et un médecin gagne $50, on ne le paye même pas suffisamment chaque mois. Il doit attendre 2, 3, 4 mois après pour avoir ce salaire-là. Alors je me dis, quelque chose nous manque. Il y a quelque chose qui est très mauvais dans notre pays et qui ne marche pas pour que un système comme celui-là soit supporté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays, mais je m'arrêterai là pour donner le temps aux autres amis et aux autres collègues d'intervenir. Mais il faut commencer par la réconciliation avec vérité et justice. Il faudra nécessairement une sécurité, c'est-à-dire une armée réellement nationale, républicaine et professionnelle, pas des milices venues de partout qu'on met ensemble. Il faudra nécessairement un leadership, une alternance politique pour le moment dans notre pays, et qui amènerait, n'est-ce pas, des femmes et des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des hommes nouveaux, avec une mentalité nouvelle, pour reconstruire et fonder la nation à base d'un projet de société. Il n'y en a pas pour le moment. Il faut une grande vision pour un grand pays comme le nôtre. La réconciliation des Congolais, est-ce que ça passe par une commission vérité, réconciliation et justice? Eh bien là, on pourra en parler. Mais docteur Moitouali, le leadership, nous venons de parler des questions de leadership fort pour le Congo. On a vu qu'au Brésil, par exemple, on a vu les effets positifs d'un bon leadership au Brésil. Et d'une manière générale, les Africains ne veulent plus de la guerre. Hein. Ils veulent qu'il y ait des changements par la voie des urnes. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez pour que le Congo puisse sortir de ces marasmes? Qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que Congolais? Quelle stratégie devons-nous mettre en place pour influencer les changements au Congo? Voilà. Au niveau de notre pays, j'évolue dans le mouvement d'action pour la résurrection du Congo, le MARC, du président Mongouya, que vous devez connaître, qui a donné du fil à retordre à Mobutu pendant longtemps.
Le parti étant maintenant implanté au pays, donc je travaille avec eux à distance. Je mentionne ça parce que mes collègues ont bien dit, il faut des projets de société. Les projets de société existent. Je connais beaucoup de partis respectables qui ont des projets de société. La question est plutôt pourquoi on tourne en rond. La société congolaise est là, elle est bien là, mais elle tourne en rond parce que nous vivons une situation de non-État. L'État n'existe pas. Donc, c'est un désordre organisé qui bénéficie à quelqu'un quelque part. Les Congolais doivent comprendre ça. Le défi des élections qui arrivent pour nous est double. Non seulement il faut une démocratisation de ce pays, dans des élections, de vraies élections, mais mettre en place un État. Et ça, c'est le grand problème. On va se réconcilier, on va tout faire ça, mais tout ne peut marcher qu'à s'il y a un État bien en place. Un État, cela inclut tous les organes d'un État, mais aussi une armée. Et une fois qu'on a l'État qui fonctionne, évidemment, à ce moment-là, la première chose, donc, c'est un État. Et puisque vous me demandez concrètement ce qu'il faut faire pour y arriver, c'est que les Congolais doivent comprendre qu'il faut dépasser à ce moment-ci le niveau des petits partis individuels. Le Congo a un grand défi d'un ennemi invisible pratiquement. Il faudra que les Congolais comprennent qu'on doit s'unir pour relever ce défi de la construction de l'État. Donc si quelqu'un arrive, se présente comme Jésus-Christ, vous tous alignez-vous derrière moi, on ne va pas s'en sortir. Il faudra que les Congolais comprennent que quand on s'unit, l'union fait la force. On a parlé au début de cette discussion du manque de moyens. Mais mon ami tout à l'heure a dit qu'il veut, peut. Si les Congolais réellement se tiennent la main, on peut relever ce défi, mettre sur pied un État et arriver à mettre un vrai président à la tête du pays. Docteur Kalala, là, docteur Motwali vient de parler de projets de société. Il y a plusieurs candidats à la présidence du Congo, beaucoup de gens qui envient ces postes-là, mais il manque de projets de société bien étoffés. Les opposants veulent prendre le pouvoir, mais ils n'ont pas de propositions concrètes et claires pour le pays. Il ne suffit pas de critiquer le président Kabila, il faut faire des propositions. Quelles propositions concrètes vous avez pour sortir la RDC de ces marasmes sociaux et économiques? Non, pour faire justice à cette interview, parce que je peux parler, je crois que vous m'avez déjà interviewé là-dessus. Le RNS, nous avions présenté en 2006 un programme en 7 axes. Si je commence à parler de ça, ça risque de tourner autour de ça. Mais si vous voulez, nous avons des projets. Je dirais simplement ceci, parce que vous connaissez ce projet, je peux m'étaler là-dessus. C'est un programme en 7 axes qui peut sortir le Congo du marasme actuel dans lequel il se trouve. Mais je n'aimerais pas que l'interview, parce qu'il y a d'autres gens qui sont là-dessus, tourne autour de ça. Je dirais simplement ceci. Je crois que le problème n'est pas un problème de projet de société. Il y a des gens qui ont des projets de société au Congo, et j'ai d'ailleurs dit aux Congolais, c'est mon sentiment, que poser le problème de projet de société, c'est mal poser le problème, parce que ce qui fait problème au Congo aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de projet de société, mais comme on l'a dit, d'abord, il y a l'interférence étrangère. Nous sommes, je dirais dans une certaine mesure, que nous sommes dans une phase qui est une phase de lutte de libération. Si on comprend ça, on comprend alors que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas avoir des partis politiques, des idées pour transformer la société ponctuellement, mais c'est d'abord changer la société, libérer la société. J'aimerais dire que ce qui manque en définitive, mais ça on peut débattre là-dessus, c'est la volonté et la détermination des Congolais à se libérer et à changer le destin de leur pays. N'oubliez pas ce que Marx a dit, qu'un peuple n'a de chef que ceux qu'il mérite. Ça c'est important. Je ne veux pas dire que les Congolais méritent nécessairement les chefs qui sont là, mais s'ils continuent à les subir, quelque part ils donnent raison à Marx. La deuxième chose importante pour moi, c'est qu'il faut que les Congolais fassent responsabilité. Je le dis depuis des années. Si on n'est pas responsable de sa vie,
si on n'est pas responsable de son destin, si on n'est pas responsable de son pays, il y a quelqu'un quelque part qui va combler ce vide-là. Et je ne crois pas que nous ayons fait suffisamment preuve de responsabilité à l'égard de notre pays. Nous avons un pays excessivement riche, dont nous ne nous occupons pas. J'ai dit d'ailleurs au colloque à la fondation, organisé par la fondation chinoise Tchépé, que le Congo, c'est ce grand territoire immensément riche par la phrase, dont personne qui n'est ni protégé ni gardé par quelqu'un. Les Congolais ne s'en occupent pas, les Congolais ne protègent pas le Congo, donc les étrangers. J'ai à plusieurs reprises au Congo donné l'exemple de quelqu'un qui aurait une belle femme dont il ne s'occupe pas, avec des enfants. Bien sûr, il donnerait la permission directement ou indirectement à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Donc il faudrait que les Congolais fassent preuve de responsabilité à l'égard de leur pays. Que chaque Congolais se demande chaque jour qu'est-ce qu'il est en train de faire pour sortir son pays de la situation de marasme et de dégénérescence généralisée et collective dans laquelle il se trouve. La troisième chose, il faudrait, si on parle des élections, parce que j'ai dit le problème n'est pas seulement politique au Congo, il est aussi culturel. Que le Congolais, que nous comprenions, nous Congolais, c'est que ça veut dire un vote. Parce que, contrairement à ce que nous pouvons, et j'ai vécu ça sur terrain, les Congolais pensent que voter pour quelqu'un, c'est lui rendre un service, c'est lui permettre en somme d'être en mesure de puiser dans la piste de l'État. Et tant qu'on pensera la politique de cette manière-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils demandent. Alors là, nous sommes au Congo de manière substantielle. Docteur Kalala, on vous a un peu perdu là. Votre téléphone coupé. Allô? Il y a eu quelques coupures là. Allez-y. Il est encore là, je pense. Il est là. Ok, donc j'ai dit d'abord, deuxième chose, preuve de responsabilité. C'est pas quelle est la partie que vous n'avez pas suivie. Troisième chose qu'on prend, c'est que c'est qu'un vote. Pour mes compatriotes, voter pour quelqu'un au Congo, c'est lui rendre un service, une faveur, lui permettre d'aller puiser dans la caisse de l'État. Et tant que que cette conception de la politique continuera, rien ne pourra changer de manière substantielle au Congo. Quatrième point, c'est que les Congolais doivent accepter de financer la vie politique de leur pays. J'ai lancé ce défi aux Congolais en 2006 et c'est un défi que je continue à lancer à mes compatriotes de manière permanente. S'ils veulent utiliser un processus électoral pour se libérer, ils doivent accepter de sacrifier en moyenne $1 par personne. Mais comme je l'avais dit en 2006, parce que c'est une question de culture, nous sommes habitués à recevoir de l'argent de nos hommes politiques et non pas à financer la vie politique de leur pays. J'avais dit en 2006, cela voudrait dire, quand nous faisons cela, que nous disons que notre destin, le destin de nos enfants et de nos arrière-petits-fils valent moins $1 et nous continuerons à souffrir. Rien ne changera en 2011 ou quand les élections vont avoir lieu si nous ne changeons pas cette donnée de la réalité politique congolaise. Le problème de leadership que l'on a posé, c'est un problème, je dis, qui s'inscrit dans une dialectique, dans un mouvement de va-et-vient entre ceux qui veulent représenter le peuple et le peuple. Je résume ça pour me résumer en donnant un exemple, je dis, un bon général sans de bonnes troupes ne peut pas gagner la guerre et de bonnes troupes sans un bon général ne peuvent pas gagner la guerre. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent vous donner un bon leadership au Congo, qui peuvent vous résoudre les problèmes. Le Congo a l'élite intellectuelle la plus importante de toute l'Afrique, mais est-ce que nous sommes prêts à soutenir ce leadership pour lui permettre de réaliser ce qu'il peut, ce qu'il est en mesure de réaliser pour le Congo? Si nous continuons à tourner en rond, c'est parce que nous n'avons pas encore posé le problème de leadership, nous n'avons pas encore défini une vision nette pour notre pays et nous ne sommes pas encore mobilisés autour de cette vision. Merci beaucoup. Docteur Mubalutila, donc le problème du Congo, ce n'est pas seulement un problème de projet de société, c'est un problème d'interférence étrangère aussi, et un problème de manque
des responsabilités de la part des Congolais eux-mêmes. Vous, qu'est-ce que vous entrevoyez en tant que, disons, comme solution, comme stratégie pour sortir le pays de la crise? Est-ce que c'est question d'individus? Si oui, qui devons-nous soutenir pour ces élections, pour les élections à venir? Oui, je pense que le vrai problème se pose au niveau même de l'histoire du Congo. Il y a eu, malheureusement, lorsqu'on voit par exemple le Congo belge, donc jusqu'à 1960, et puis le Congo maintenant indépendant, eh bien, il y a eu malheureusement l'absence de rupture entre les deux systèmes. Si on essaie d'observer les leaders politiques depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte qu'ils agissent exactement comme les chefs des cantons, comme on voit ailleurs, ou alors les administrateurs. En fait, rien n'a changé. Parce que le véritable problème pour le Congo, c'est quoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de programme? Il faut d'abord que le Congolais lui-même se retrouve dans le système. Il ne faut pas, comme a dit tout à l'heure le collègue, il ne faut pas que voter pour quelqu'un puisse être moyen pour cette personne-là d'aller puiser dans la caisse de l'État. Mais voter pour quelqu'un signifie que ce quelqu'un-là, cette personne-là va maintenant regarder la population qu'il a placée au pouvoir pour justement essayer de répondre aux désidératas de la population. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez qu'à sillonner, par exemple, les villages du Congo aujourd'hui. Vous allez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que pour ces gens-là, eh bien, rien n'a changé. C'est exactement comme à l'époque coloniale. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, je ne dis pas que je pense, mais c'est la réalité, c'est que le leader doit être cette personne-là qui cadre la population, qui essaye de se battre au niveau des instances supérieures. Mais c'est qui alors? Puisque vous dites que Kabila, ce n'est pas Kabila, alors... Non, c'est qui alors? Mais oui, c'est qui alors? Mais ça, c'est une très bonne question. En fait, quand je parle de leader, ce n'est pas seulement le président de la République. Ça peut aller même jusqu'au chef du village, jusqu'au chef de canton, comme on voit dans les colonies françaises, les ex-colonies françaises. En fait, c'est tout le monde, à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on peut tous se retrouver pour se mettre d'accord, pour dire ces conditions de vie actuelles sont mauvaises, il faut les changer, il faut les améliorer. C'est là maintenant où les choses peuvent changer. Or, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les gens qui accèdent au pouvoir, ils finissent même par narguer la population. Moi, j'ai vu ça, par exemple, quand j'étais assistant au Congo, à l'ISP Gombe, par exemple, on avait des collègues qui, pour des raisons peut-être, je ne sais pas, bon, bref, notamment les gens de l'Équateur, parce qu'il faut que je dise la vérité, qui ont fini par quitter notre condition difficile pour devenir PDG d'une société. Mais quand ces mêmes personnes revenaient nous voir, mais vous sentez vraiment qu'ils étaient sur leurs ergots en train de nous regarder. C'est ça qui est malheureux. Donc, logiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le leader se dise, je me mets au service de la population parce que j'ai quelque chose de plus et ça peut aider la population à devenir ceci. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, j'ai fait allusion aux députés qui sont aujourd'hui au Parlement. Que se passe-t-il? Eh bien, certains, c'est des chefs de village. Ils ont vécu dans des conditions difficiles, mais aujourd'hui, ils sont là-bas. Ils passent leur temps seulement à se battre pour avoir des meilleurs salaires. Pendant que leurs amis, leurs collègues qui sont restés dans la situation difficile continuent, n'est-ce pas, à poireauter, à vivre dans des conditions exécrables. Parce que j'ai appris, ça moi, vérifier si cela est vrai, alors c'est terrible, parce qu'il semblerait qu'il y a des gens qui sont payés seulement 2 fois par an. Vous comprenez? Donc, bref, nous, par exemple, nous avons monté, comme je disais, au niveau de Toronto ici, une organisation, un bureau d'études qu'on appelle le LADIPAC, c'est-à-dire Laboratoire Dynamique pour une pensée afro-canadienne. Nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut peut-être envoyer des signaux forts pour que les gens se prennent en charge. Parce qu'il est difficile pour ces populations-là de toujours attendre la main tendue, semble-t-il, de Kinshasa, parce que ces populations sont oubliées, et je pense qu'il y a moyen que ces gens se retrouvent. Mais pour se retrouver, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'accepter de vivre avec les autres. Malheureusement, depuis une certaine époque, on se rend compte qu'il y a chez les Congolais
président qui s'est installé, c'est la méfiance. Les gens se méfient. Et cette méfiance n'arrange personne. Malheureusement, on voit ça même dans la diaspora. Les gens vivent un peu en vase clos. Ils ne cherchent pas à tendre la main chez les autres pour essayer de monter les affaires ensemble. Nous allons donc parler de cette méfiance. Mais ce que je retiens là, c'est qu'il faut changer les choses. Mais concrètement, nous de la diaspora, qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir un candidat qui peut aller faire la différence au pays au lieu que nous puissions envoyer plusieurs candidats en ordre dispersé, et aussi participer aux élections signifie mobiliser des ressources financières. On ne peut pas gagner les élections sans argent et on ne peut pas battre campagne sans argent. De manière concrète, quel est ce candidat que la diaspora peut soutenir? Là, je commence par n'importe qui peut aller. Oui, moi, Dr Pachi, je pense que j'ai gardé silence pendant longtemps là, mais avant qu'on y aille, je pense qu'on ne doit pas négliger l'aspect de ce problème de leadership. Les hommes et les femmes qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas en mesure d'amener les changements qu'il faut. C'est vrai que la mentalité néocoloniale ou la mentalité coloniale reste enracinée dans notre culture. On doit d'abord déraciner cette mentalité-là. C'est important parce que si on réfléchit clairement, les gens pensent que pour devenir millionnaire, il faut aller dans les services publics, il faut faire la politique. Ce qui n'est pas vrai. Dans le cadre de notre parti, je pense qu'il faudra nécessairement grandir le secteur privé et faire en sorte que le secteur public soit affaibli. Parce que c'est là, dans le secteur privé, qu'on doit devenir des millionnaires, en créant aussi des emplois pour les autres. Donc le problème de leadership est essentiel pour nous dans ce pays-là. Le problème est systémique. C'est le système qu'il faut changer. C'est pas nécessairement des hommes. C'est comme à la Fouelle l'a dit, vous pouvez mettre des hommes et des femmes là-bas, mais si les systèmes restent les mêmes, c'est comme si vous aviez pris un panier d'oranges pourries et vous mettez quelques bonnes oranges là-dedans. Imaginez ce qui va se passer après quelques jours. Les bonnes oranges vont aussi pourrir. Donc c'est tout un système qu'il faut modifier. C'est tout un système qu'il faut changer. Mais c'est toute une mentalité aussi qu'il faut changer. La mentalité néocoloniale, la mentalité coloniale, nous devons la modifier. Mais comment justement la modifier si on n'a pas un système, si on n'a pas un leadership qui reconnaît que c'est le système qu'il faut changer, si on n'a pas un leadership qui reconnaît qu'on est leader politique ou on est élu dans un système ou dans un pays pour servir les intérêts du peuple. C'est pour le bien-être du peuple, pas pour se servir, pour devenir millionnaire. Si on reconnaît ça, et la mentalité change, et on met un système nouveau, avec un État, un système, un pays qui a un État qui existe. Et donc, nous pouvons faire fonctionner ce système-là, où la loi s'applique pour tout le monde, et petit à petit, commencer à changer cette mentalité qui s'est enracinée dans notre pays. Ça, c'est essentiel. Je pense que c'est possible de le faire si on a un leadership responsable, un leadership transformationnel. Et là, nous n'en avons pas pour le moment. Quant à la question de savoir comment est-ce que la diaspora peut soutenir un candidat ou des candidats, comment on peut avoir de ressources. Mais évidemment, bon, il y a des idées. À la Fouelle a lancé tout à l'heure là, que si chaque Congolais donnait $1, ça pourrait bien servir ce pays-là, ou les candidats. Mais évidemment, chaque parti... pour le moment, je pense que notre pays, partout au monde où il y a la démocratie qui marche, les gens contribuent vers les élections. Il faut un trust fund pour les élections, où les gens ont accès, n'est-ce pas, ceux qui sont des candidats ont un montant donné qu'ils peuvent accepter selon la loi pour avoir, n'est-ce pas, des possibilités équitables pour faire la compétition politique au niveau de la démocratie. Chez nous, non. Ceux qui sont au pouvoir ont un droit illimité de mettre la main à la banque centrale, de prendre l'argent des citoyens congolais et faire la campagne pour leur compte. Alors que c'est illégal. C'est illégal. Déontologiquement, on ne peut même pas expliquer comment ça s'est fait et si la loi s'occupait vraiment des gens
et tout ce monde-là, on voit qu'ils sont en train de commettre des crimes. Donc nous devons arriver à organiser d'abord notre société. Elle n'est pas organisée. C'est pas l'étendue du territoire qui fait que notre pays ne soit pas organisé. C'est question des hommes et des femmes. C'est question de leadership. Et ce manque de leadership-là est un problème clé, un des problèmes clés pour la situation de notre pays. Mais pour les ressources, ça, les Congolais peuvent se mobiliser s'ils veulent. Parce que nous lançons beaucoup dans le verbe. Dans le verbe. Je pense que mon collègue qui est à Toronto peut me corriger. Mais nous lançons beaucoup dans le verbe. Mais au niveau des actions concrètes, nous traînons les pieds. Et quand il s'agit de prendre des actions concrètes, nous traînons les pieds. C'est là où je demande aux Congolais, franchement, si nous voulons un changement positif dans notre pays, c'est de s'engager résolument, de contribuer matériellement, intellectuellement, mais aussi financièrement à des partis politiques ou à des hommes que vous connaissez qui sont capables de changer la situation dans notre pays dans le sens positif, qui comprennent que en fait cette société-là doit être construite pas par le secteur public, mais par les privés. Il faut grandir ce secteur privé-là. C'est là où on devient millionnaire. Mais c'est là aussi ils vont créer des richesses pour les Congolais. Si on n'arrive pas à saisir cet idéal-là, alors là, nous sommes en train de tournoyer en rond et nous allons encore continuer à tournoyer en rond pendant les 50 ans qui viennent. Et 50 ans après, on va nous parler des bilans mitigés. Merci, ça, c'est incroyable. Voilà. Docteur Matoali, la diaspora a un rôle à jouer pour les changements de leadership au Congo. Comment est-ce que cette diaspora peut mobiliser des ressources autour d'un candidat viable et qui est responsable et qui peut aller faire face au régime en place? Et voyez-vous quelqu'un de responsable que la diaspora peut soutenir? Le rôle de la diaspora est extrêmement important, surtout par ce temps où le pouvoir à Kinshasa a été kidnappé. Nos compatriotes vivent comme dans une prison. Donc, nous savons combien d'argent nous tous on envoie par Western Union, nous je ne sais combien, chacun a sa famille. Nous qui sommes ici, qui avons de petits moyens, nous avons un grand rôle à jouer pour influencer le changement de pouvoir au niveau de Kinshasa. Notre union ne sera pas, ne dépendra pas d'un individu, mais d'une plateforme. Évidemment, cette plateforme aura évidemment une face, et cette face-là, eh bien, si elle se dégage, et que nous tous, cette personne est d'accord avec les idées que nous sommes en train de discuter ici, on parle de cette pourriture, eh bien, ce sera un leader ou des leaders qui sont au-dessus de cette pourriture. Moi, je les appelle des exorcistes. Si on a des leaders qui, effectivement, sont corrects, intègres, et qui épousent les idées du groupe, et non l'inverse, ce n'est pas le groupe qui va suivre les idées d'un individu. C'est un individu qui se dégage, qui veut prendre la tête d'un mouvement autour duquel nous allons nous unir, peu importe les partis politiques auxquels nous appartenons. Et ce groupe-là, évidemment, de la diaspora, descendrait sur place, soit pour aller jusqu'au pouvoir, soit pour s'unir avec ceux qui sont sur place, organiser une histoire comme celle qui s'était faite autour de Bemba, avec cette différence qu'on ne sera pas derrière Bemba comme lui le leader ultime et tout le monde derrière, mais autour de Bemba comme une plateforme solide et le leader serait un défenseur des idées du groupe. Évidemment, je ne peux pas vous donner le nom des gens en ce moment. Bon, moi, j'ai des amis qui sont à gauche, à droite, qui se dégagent, mais c'est pas à moi de donner leur nom. Ils vont certainement se présenter eux-mêmes, et puis nous, déjà qui nous parlons là, on se connaît, moi on travaille depuis longtemps, et il y a d'autres, j'ai vu que vous avez parlé avec Ben, oui, qui est aussi Ben Kalala, qui est très très intègre. Bon, il y a deux noms comme ça qui se dégagent, et moi je crois qu'autour de l'un d'eux, on pourrait s'unir, moi je n'ai pas de problème, mais vous avez tout à fait raison, le rôle de la diaspora autour d'un individu, de notre côté, est extrêmement important.